Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020, a rencontré ce dimanche à La Haye Charles Blé Goudet, l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Le compte-rendu de leur entrevue à suivre dans ce journal. 8 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF. Les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau président. Ils espèrent ainsi tourner la page de l'instabilité chronique dans le pays, mais le scrutin a été terni par des échauffourées, des accusations de fraude. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. L'ex-chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Kibafouri Soro, candidat à la présidentielle de 2020, a rencontré ce dimanche à La Haye Charles Blé Goudet, l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Ce dernier est en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale. Ces pays ont communiqué commun à sanctionner leur rencontre. En voici le compte-rendu. La rencontre entre ces anciens frères ennemis intervient symboliquement près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro soutenait alors l'actuel président Alassane Ouattara, tandis que Charles Blé Goudet était un des plus fervents partisans du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Placé sous le régime de la recherche de la paix, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date a été l'occasion de longs et fructueux échanges empreints de vérité sur la situation sociopolitique nationale, indique le communiqué qui contient des photos de la rencontre. Les deux hommes qui ont chacun à une époque dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, le puissant syndicat étudiant, ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise, selon le texte. Ils s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère, conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Ils réaffirment la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits, poursuit le texte. Soro a annoncé en octobre sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les ponts avec le président Ouattara et la coalition au pouvoir en début d'année. Il a multiplié les gestes envers ses anciens adversaires politiques, demandant pardon à Laurent Gbagbo ou, en s'entretenant avec l'ancien président Henri Konan Bédié, lui aussi passé du RHDP à l'opposition. Blé Goudet a été acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale et attend en liberté conditionnelle aux Pays-Bas l'examen de l'appel de la procureure. Les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau président. Ils espèrent ainsi tourner la page de l'instabilité chronique dans le pays, mais le scrutin a été terni par des échauffourées et des accusations de fraude lancées par le camp du président sortant, José Mario Vaz. 760 000 électeurs ont voté ce dimanche pour élire un nouveau président ou réélire José Mario Vaz, qui fait face à 11 autres candidats, dont l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Comme prévu, les opérations de vote se sont terminées à 17h GMT dans plusieurs bureaux de la capitale où le dépouillement a immédiatement commencé. Les premières tendances sont attendues en début de semaine et la date du 29 décembre prochain a été retenue pour un second tour hautement probable. Par ailleurs, des échauffourées entre militants de différents camps suivis de l'intervention de la police ont eu lieu notamment à Bissora dans le nord, Kanchungo dans le nord-ouest et Mpada dans le sud-ouest, ainsi que dans la périphérie de Bissau selon des sources sécuritaires. Avant même la fermeture des bureaux, un proche du président sortant José Mario Vaz, qui brigue un second mandat en tant qu'indépendant, a accusé ses adversaires du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, formation historique qui domine le Parlement et le gouvernement, de s'être livré à des fraudes. Mis en cause, le PAIGC n'avait pas encore réagi à ces accusations en début de soirée. 2 semaines avant la présidentielle, la communauté internationale s'inquiétait encore d'une remise en question de l'élection et même de risques de guerre civile, mais la campagne s'est déroulée dans une ambiance festive.
Et puis, dans les quartiers populaires de Bissau, les premiers décomptes laissent présager un second tour entre Domingos Simões Pereira, le chef du parti majoritaire, le PAIGC, et Umaro Sissoko Embalo, un dissident de ce parti, ce qui est loin de surprendre les Bissau-Guinéens. C'est une compétition. Dans ce quartier, Domingos Pereira et Umaro Sissoko Embalo sont en tête et ils sont engagés dans une lutte effrénée. Ils vont battre le fer pour de vrai. Ce résultat n'est pas tellement une surprise. C'est la démocratie et c'est le peuple qui va décider qui de Domingos Pereira ou de Umaro Sissoko Embalo devra assumer la plus haute charge de la démocratie bissau-guinéenne, qui est la présidence. Près d'1,5 million de Namibiens sont appelés mercredi prochain à élire leur président et leurs députés. La Namibie est un immense pays semi-désertique d'Afrique australe, parmi les premiers producteurs mondiaux d'uranium. À quelques jours de l'élection présidentielle, le chef de l'opposition namibienne est arrivé dans un petit stade pour un meeting auquel assistent des centaines de partisans du mouvement populaire démocratique. Lors de son discours à Windhoek, il a exhorté les jeunes à être les premiers dans la file le jour du scrutin qui se tiendra mercredi prochain. Je veux exhorter les Namibiens par milliers à rester calmes, à rester résilients, à rester plus vigilants que jamais. Nous devons rester vigilants car le président Hage Geingob est blessé. Le bison est gravement blessé et si vous regardez les premiers sondages, PDM a déjà brisé la majorité des 2 tiers. Nous ne permettrons pas que nos emplois soient pris par des étrangers si nous pouvons le faire. Les emplois de la Namibie iront aux Namibiens. C'est pourquoi nous disons que nous allons mener une politique rigoureuse de la famille au travail. Les Chinois payent des ministres et donnent des bourses gratuites aux enfants des ministres. Ce sera une chose du passé. Je vais diriger un gouvernement de tolérance zéro à la corruption. Mes frères et sœurs qui figureront en bonne place dans mon futur cabinet, certains d'entre vous qui sont sous cette tente, si vous ne démissionnez pas, vous irez en prison et vos avoirs seront gelés. Malgré un sous-sol gavé de ressources naturelles dans l'uranium, des fonds marins riches en poissons et en diamants et l'essor de son tourisme, la Namibie semble engluée depuis 2016 dans une sévère crise économique. Pour cause de chute des cours des matières premières et de sécheresse persistante, depuis plusieurs saisons, la plupart de ces indicateurs ont viré au rouge vif. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. La Tanzanie organise dimanche prochain des élections locales considérées comme un test avant les élections nationales de l'année prochaine. Mais ces élections se tiendront sans le principal parti d'opposition qui boycotte le scrutin en évoquant la violence et l'intimidation. Plus de 19 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire des responsables locaux au niveau des chefs de village et de rue. Ces élus jouent un rôle essentiel dans l'organisation des réunions publiques et la mobilisation pour les campagnes électorales. Mais le Chadema, principal parti de l'opposition, a décidé début novembre de ne pas participer au scrutin. Il explique cette décision par le fait que ses candidats étaient victimes d'intimidation ou de règlements dont le but était de bloquer leur candidature. Depuis, 5 petits partis se sont joints au boycott. Dans la capitale économique, Dar es Salaam, plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert car les candidats du parti au pouvoir étaient seuls en lice et ont été élus automatiquement. Le scrutin ne sera pas non plus organisé pour la même saison dans 3 des 26 régions de la Tanzanie continentale. Dans quelques bureaux de vote, des candidats de petits partis d'opposition se sont néanmoins portés candidats. Les premiers résultats sont attendus ce lundi. Les prochaines élections nationales en Tanzanie sont fixées à la fin 2020. Selon de nombreux observateurs tanzaniens, le président John Magufuli devrait être candidat à sa succession pour un nouveau mandat de 5 ans. Je l'annonçais en titre, 8 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF. L'information a été rendue publique par un porte-parole de l'armée.
En signe de protestation à cette attaque intervenue dans la nuit de dimanche à lundi, des habitants en colère ont partiellement incendié la mairie de cette grande agglomération du Nord Kivu, proche de l'Ouganda. Ils dénoncent depuis plusieurs jours l'inaction de l'armée congolaise et des casques bleus des Nations Unies présents dans la région face aux tueries des forces démocratiques alliées ADF. La police qui a tiré à balles réelles est parvenue à disperser les manifestants autour du bâtiment de la mairie. Un manifestant a été tué samedi par la police. 2 policiers auraient également été tués samedi par les manifestants en colère, a rapporté dimanche la radio onusienne Okapi. Les habitants se dirigeaient lundi vers un camp de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, à la sortie de la ville, dans le quartier visé par les massacres à répétition des ADF. L'ennemi a fait une incursion dans le quartier Bouakene et a tué 8 civils, a déclaré le porte-parole de l'armée dans la région, le major Mark Hazuke, au sujet de la dernière tuerie. Près de 70 civils ont été massacrés à Beni et ses environs par les ADF en représailles d'une offensive de l'armée congolaise contre leur base annoncée le 30 octobre. À l'origine, les ADF sont des rebelles ougandais musulmans hostiles au président Yoweri Museveni qui se sont repliés dans l'est de l'actuelle RDC en 1995. Pour leur part, les autorités sanitaires s'inquiètent des conséquences de l'insécurité et des tensions à Beni dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. Et puis, le camp pro-démocratie de Hong Kong se dirige vers une victoire écrasante aux élections de district. Selon les médias locaux, il envoie ainsi au gouvernement soutenu par Pékin un message clair de soutien public aux revendications de mouvements de protestation qui s'est installé sur le territoire depuis des mois. Les candidats pro-démocratie se dirigeaient ce lundi vers une victoire écrasante aux élections locales à Hong Kong. Un nombre record de Hongkongais se sont mobilisés ce dimanche pour les élections locales. La mouvance pro-démocratie entendant utiliser les urnes pour accroître la pression sur les autorités de l'ex-colonie britannique, théâtre depuis juin d'une contestation sans précédent. La participation a dépassé les 70%, a annoncé la commission électorale, un taux record bien supérieur aux 47% du précédent scrutin de 2015 et une mobilisation qui devrait avantager le camp pro-démocratie. Après la victoire écrasante du camp pro-démocratie, les Hongkongais expriment leur satisfaction. Beaucoup d'entre nous voient cette élection comme un référendum pour montrer le niveau du soutien à la contestation. On est content de voir le résultat. L'élection des conseils de district est une dure bataille, mais le camp pro-démocratie remporte tellement de sièges. Ça montre clairement notre insatisfaction à l'égard du gouvernement. Certains penseraient que nous avons gagné les élections, que le peuple a gagné. Mais je ne crois pas que c'est ce que nous voulons en fin de compte. Ce que nous voulons, c'est que les bonnes lois soient en vigueur. Et les bonnes lois, ça doit être on fait le travail pour lequel on est là, au lieu de se mettre à l'opposé. Le gouvernement chinois a assuré ce lundi qu'il continuait à résolument soutenir la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, en dépit de la victoire de l'opposition pro-démocratie lors des élections locales de dimanche. Face à la presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zheng Zhuang, a réaffirmé la détermination de Pékin à s'opposer aux ingérences dans les affaires de Hong Kong par quelque puissance étrangère que ce soit. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.